À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h de la mi-journée, le Mali accueille aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Sur place, il va rencontrer les autorités de la transition et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour renforcer davantage l'axe Bamako-Moscou. Siaka Konaté nous parlera des enjeux de la visite. Le Conseil national de transition de la Guinée a un an. Pour cet anniversaire autour de la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, 4 pays avec les mêmes réalités politiques. Objectif, mieux coordonner le travail parlementaire pour faire face aux défis du moment. Notre envoyé spécial en Guinée-Conakry, Brahma Traoré, nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, nous allons dans l'univers des petits noms dans les couples. Du cocasse à l'original, le panier est bien rempli. Rendez-vous dans un instant. En sport, Fouti Tunkara sera là pour toute l'actualité sportive. Il nous parlera du championnat national de Ligue 1, 10e journée, de la Coupe du monde des clubs Maroc 2022 et quelques championnats européens. Voilà pour le sommaire dans un instant. Les détails. Lundi 6 février 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je le disais dans les titres, le Conseil national de transition de la Guinée-Conakry a un an. Ce premier anniversaire a été célébré hier sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Au-delà de son aspect festif, l'an 1 du CNT de la Guinée a été saisi pour faire le bilan de 12 mois d'activité marqués par le vote des lois, la formation du personnel et le renforcement de la diplomatie parlementaire. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Malick Diaw, et ses homologues du Burkina Faso, du Tchad étaient présents à la cérémonie. Le récit de nos envoyés spéciaux à Conakry, Brahma Traoré et Seydou Sissoko. C'est au pied du monument du 22 novembre 1970 que le Conseil national de la transition de la Guinée accueille ses hôtes pour l'an 1 de son installation. Un monument qui symbolise l'échec de l'invention portugaise et ses soutiens à entraver la bonne marche du pays. Dr Dansa Kourouma, président du CNT de la Guinée. Nous avons fait ce choix pour inviter symboliquement les jeunes générations à jeter leur regard sur le temps si mouvant afin de redécouvrir les repères historiques de notre fière nation et d'apprécier le travail accompli par nos dévanciers et dévancières en vue de construire sans relâche, de transformer et de moderniser notre pays. Sans tomber dans l'autosatisfaction, le CNT de la Guinée peut se targuer d'avoir posé certains actes pendant cette première année de législature. Outre le vote des dizaines de lois, l'organe législatif a procédé à l'assainissement du fichier parlementaire et la bancarisation des salaires. Dr Dansa Kourouma, président du CNT de la Guinée. Cette célébration est l'occasion d'une profonde introspection, surtout pour nous conseillers nationaux, de prendre un nouvel élan patriotique plus affirmé au service de la République et de la nation et de consolider notre arrimage à la devise de notre pays. Travail, justice, solidarité. Une législature révolutionnaire, c'est désormais la démarche qu'adopte le CNT de la Guinée, une démarche à laquelle adhère le Conseil national de la transition du Tchad et de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. La volonté commune est d'être en phase avec les aspirations du peuple. Dr Hadija Adoum Atimer, deuxième vice-président du CNT du Tchad. Grâce à votre sens élevé du devoir et de responsabilité, à vos multiples contributions dans la recherche de la paix, du consensus et de l'équilibre social, le pays respire la paix, le bien-être économique et social et aspire au retour à un ordre constitutionnel normal. Le docteur Ousmane Bankouma, président de l'Assemblée législative du Burkina Faso. Nous avons une responsabilité énorme devant l'histoire. La révolution est exigence. La transition n'en est pas moins. Nous devons tous écouter nos peuples, ce qu'ils attendent de son législateur, et traduire cela en texte.
Au-delà du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, les conseils nationaux se doivent de jouer un rôle plus actif dans la réussite des sentiers de la transition. C'est ce à quoi invite le Parlement de la CEDEAO. Sani Malam Boukari, vice-président du Parlement de la CEDEAO. Qu'au cours de vos débats préparatoires sur la Constitution, d'éviter les petits calculs politiques, de prendre du recul et de regarder la tête froide pour mettre uniquement l'intérêt national au centre de vos préoccupations. La Guinée, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, 4 pays liés par un destin commun, celui de la transition. 4 pays dont les parlements entendent davantage coopérer pour tourner cette page d'exception du processus démocratique. Conakry, Brahma Traoré, Sédou Sissoko pour l'ORTM. Comme je l'annonçais, le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malick Diaw, est à Conakry pour l'an 1 du CNT de la Guinée. À suivre dans nos prochaines éditions la synthèse de son discours à l'occasion de cet anniversaire avec nos envoyés spéciaux Brahma Traoré et Sédou Sissoko. Nous restons à l'extérieur du pays pour vous dire qu'au Burkina Faso, au moins 12 personnes ont perdu la vie ce week-end dans une attaque terroriste au nord du pays. C'est la ville de Bani qui a été la cible de cette attaque à environ 40 km de Dori. Et puis, au moins 1472 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un tremblement de terre de magnitude, tenez-vous bien, 7,8 sur l'échelle de Richter en Turquie et en Syrie. Il s'agit de la pire catastrophe depuis 1939 pour la Turquie, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le séisme a touché 7 provinces du pays, d'après les premières données de l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes qui a dénombré près de 1800 immeubles qui se sont effondrés. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf est décédé hier à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il était hospitalisé. L'annonce a été faite par les hauts responsables militaires pakistanais dans un communiqué rendu public. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un renversement, notamment du Premier ministre Nawazi Sharif, c'était en 1999, Pervez Musharraf a dirigé le Pakistan jusqu'en 2008. Retour à l'actualité nationale. Je l'annonçais dans les titres. Le Mali attend aujourd'hui un invité de marque. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sera à Bamako ce lundi pour une visite d'amitié et de travail. Visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Cette visite intervient moins d'un an après celle du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, en mai 2022 à Moscou, à la tête d'une délégation composée de 4 ministres. La coopération militaire entre les deux pays se porte très bien. Elle a permis au Mali d'acquérir des équipements, surtout les avions de combat, pour renforcer les capacités des forces armées de sécurité, les FAMA qui engagent des victoires dans la lutte contre les groupes terroristes. Bamako veut élargir cette coopération à d'autres domaines comme l'économie, le commerce, pour assurer l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, notamment blé, produits pétroliers. Les enjeux de cette visite de Sergei Lavrov au Mali, c'est avec Siaka Konati. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergei Lavrov. Il répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de 4 membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels, dont les vecteurs aériens pour les FAMA, une coopération exemplaire et fructueuse donc, que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines, dont l'économie. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie, et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain, et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. À côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale en la diversifiant,
en ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées. À l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis, les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'experts russes au Mali se sont multipliées sans oublier les appels téléphoniques entre les présidents de la transition colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature des protocoles d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les 2 parties ont signé également des contrats de partenariat dans le domaine de la sécurité et de la protection civile des mines. Ils concernent entre autres la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation de centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali. Présentement, ce sont 60 par an, alors que pendant la période soviétique, ce nombre atteignait 400. Le développement rural, le numérique, la communication, les télécommunications, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question par exemple de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali. Au plan international, Moscou et Bamako ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali se réjouit du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Bamako privilégie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. Cette visite du ministre russe des Affaires étrangères dans notre pays illustre la bonne coopération et le renforcement de l'axe Bamako-Moscou. Qui est donc Sergei Lavrov? Élément de réponse avec Seydou Famba. Sergei Viktorovich Lavrov est né le 21 mars 1950 à Moscou d'un père arménien et d'une mère russe. Il fréquente l'école secondaire numéro 2 de Nakinsk avant de continuer ses études à l'Institut d'État des Relations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'URSS à Moscou. Sergei Lavrov parle le singalais qui est la langue officielle du Sri Lanka, le divehi, langue officielle des Maldives, l'anglais et le français. De 1976 à 1981, il travaille au département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. De 1981 à 1988, il est premier secrétaire, conseiller, puis conseiller en chef de la représentation permanente de l'URSS auprès de l'ONU. De 1988 à 1990, il est le chef adjoint du département des relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères de la Russie, devient un peu plus tard le directeur du département des organisations internationales et des problèmes globaux. En 1992, il devient vice-ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Boris Yeltsin. De 1994 à 2004, il est le représentant permanent de la Fédération de la Russie auprès de l'ONU.
Le 9 mars 2004, il remplace Igor Ivanov au poste de ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergei Viktorovich Lavrov a rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Sergei Lavrov est l'un des hommes clés du gouvernement russe et l'un des rares dirigeants à occuper un tel poste depuis le début du premier mandat du président Vladimir Poutine. On se le rappelle, c'est lui qui a bloqué par veto 5 résolutions devant ouvrir la voie à une intervention militaire en Syrie sous couvert de l'ONU. Condamnant l'extension de l'OTAN vers l'Est, il affirme qu'elle constitue la source de tous les problèmes systémiques qui ont surgi dans les relations que la Russie entretient avec les États-Unis et l'Union européenne. Le moins qu'on puisse dire est que Sergei Viktorovich Lavrov est un diplomate chevronné dont l'histoire retiendra certainement le nom. Voilà, quelques nouvelles sur le plan national. Retenez d'abord que la traditionnelle cérémonie de montée de couleur a eu lieu ce matin au palais de Koulouba. Elle a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. La cérémonie a enregistré la présence massive des collaborateurs du président de la transition. Cette cérémonie, qui se tient le premier lundi de chaque mois, vise à faire renaître les valeurs patriotiques d'antan du Mali. La montée des couleurs a été instituée, faut-il le rappeler, le 2 août 2021 par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et puis, lancement ce matin à Koulouba des travaux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Les membres de la commission ont 15 jours pour remettre au président de la transition le projet de constitution. En attendant, ils doivent l'étudier, l'analyser et au besoin y apporter des amendements. Cette phase constitue la dernière étape de l'élaboration de la nouvelle constitution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Mamari Kone. À présent, place à notre dossier de tous les lundis. Chacun de nous a certainement un petit nom par lequel nous sommes appelés par nos épouses ou par nos époux. Ces surnoms, papa, bébé, chéri, ati, dada, doudou, ma puce, sont non seulement perçus comme un signe de respect, mais aussi expriment l'état de l'amour que l'on porte à son conjoint ou à sa conjointe. Seul bémol, en cas de dispute dans le foyer, certaines femmes n'hésitent plus et n'hésitent pas à appeler leur mari par leur nom, à savoir Sidi, Ousmane, Dossé, Sekou. C'est-à-dire, ça peut être également vice-versa. Le grand format de ce lundi à rediffusion s'intéresse au sujet. Il est signé Broma Traoré. C'est au pied du monument du 22 novembre. Draman Traoré, né et élevé. Bien qu'il ne soit pas de l'armée, on peut l'appeler commandant. Compte tenu de sa situation matrimoniale, Draman Traoré est marié à 4 femmes, dont chacune d'entre elles lui a attribué un petit nom par signe de respect. Ma première épouse m'appelle papa, la deuxième tonton, la troisième le père du vieux et la quatrième le père de Barema. C'est par respect qu'elle m'appelle par ces noms. Du plus mignon au plus original, en passant par le plus romantique, les couples ne manquent pas d'imagination en matière de surnoms. Tunko Koulibaly porte 2 surnoms et en est très fier. Ma femme m'appelle par 2 noms. J'en fais autant. Elle dit mon chéri ou Koulibaly. J'aime les 2 surnoms. Au-delà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Au sein des couples, les surnoms sont donc multiples et il y en a de tous les goûts. Ladji Bouakar Koulibaly, qui a 2 épouses, manque de mots pour exprimer sa joie. J'ai 2 femmes. L'une m'appelle Poids et l'autre Chouchou. Plus qu'une simple appellation, certains époux voient dans ces petits noms une forme d'éducation de la progéniture pour le respect des parents, comme le pense Adama Traoré, chef de famille. Mon épouse m'appelle papa. Quel époux n'accepterait-il pas qu'on l'appelle papa? C'est une bonne chose, puisque cette appellation peut inspirer d'autres membres de la famille. Comme Adama Traoré, Mme Diawara Minatal s'inscrit dans cette logique du respect du premier responsable de la famille. D'ailleurs, elle appelle son époux chef, une appellation qui n'est pas fortuite. Je l'appelle chef parce que c'est lui le chef de la famille. Et puis c'est un bon père, un bon mari, un très bon ami. Et c'est mon confident. Donc je l'appelle chef
Ça lui fait plaisir, ça lui fait beaucoup plaisir. Et puis ça lui donne beaucoup d'autorité. Pas seulement, ce petit nom permet également de renforcer les liens au sein du couple et de maintenir un bon climat dans les foyers. C'est bien l'astuce qu'Awa Touré a trouvée en décidant d'appeler son mari Tonton. J'appelle mon mari tonton. C'est pour garder la sérénité et la bonne humeur dans le foyer. Même s'il est fâché, il suffit que je dise tonton pour qu'il se mette à sourire. Donner à son partenaire un surnom précis n'est jamais anodin. Il traduit certainement l'état de la relation et de l'amour que l'on porte à son conjoint. Celui trouvé par Awa Samake est presque enfantin. Je n'appelle pas mon époux par son nom, mais plutôt bébé. Et il l'apprécie beaucoup. Seulement voilà, dans beaucoup de couples, ces surnoms ne sont pas constants. Preuve, en cas de dispute, elles sont nombreuses les femmes qui appellent leur mari par leur propre nom. Une façon d'exprimer la colère, comme en témoigne Adama Traoré. Lorsque mon épouse est fâchée, elle m'appelle par mon nom, c'est-à-dire Adama Traoré. Mais quand l'incident est clos, elle revient à de meilleurs sentiments et m'appelle papa. Je ne trouve pas ça normal, parce que les enfants prennent souvent l'exemple sur leur mère. Ce comportement circonstanciel n'est pas propre qu'aux femmes. Des hommes utilisent également cette arme pour se faire entendre et se faire comprendre. Awa Touré en est une victime. Lorsque je suis en conflit avec lui, je l'appelle par son propre nom, parce que lui aussi refuse de m'appeler belle-mère comme il en a l'habitude. Je reconnais que ce n'est pas normal, mais je ne peux pas faire semblant. Contrairement à Awa Touré, Fatoumata Traoré opte pour une méthode dure. Que mieux qu'elle pour décrire ces moments de colère et d'incompréhension. En cas de dispute, je ne prononce même pas son propre nom, à plus forte raison, le petit nom que je lui ai attribué. En le prononçant, cela signifie que la dispute est finie. Si dans un couple le tout rose n'existe pas, la colère passagère est un sel de trop dans la sauce commune qui symbolise le foyer. Mais point besoin de cacher une réalité évidente, à savoir, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Il ne nous dira pas comment il appelle ou comment on l'appelle, mais ce qui est sûr, en sport, il y a beaucoup de petits surnoms. À 13h passées de 22 minutes, nous accueillons Fotiki Tunkara pour la page sportive de cette édition. Il s'agissait bien de Fotiki. Bonjour Fotiki. Bonjour Swanda, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir. Championnat national de Ligue 1, la 10e journée s'achève ce soir. Oui, avec notamment la rencontre Black Star Asco à 18h au stade Omnisport Modibo Keita, auparavant à 16h. On aura d'abord la confrontation Djolba AC LCBA toujours au stade Omnisport Modibo Keita. Occasion pour le Djolba AC en cas de victoire de reprendre la tête du classement au leader. La Sierra Leone Bamako battu 1-0 vendredi par l'AS Police. Autre résultat de cette 10e journée, Binga FC et les Sauvés ont fait match nul 0-0. Les 11 cratères de Nyarela et le stade Malais de Bamako se sont neutralisés 0-0. Akita, l'USCK a été tenu en échec 1 but partout par Yela Olympique. À Barawili, l'AS Bakardian s'est incliné 1-0 devant Afé. À Bogouni, l'USB s'est imposé face à l'ISFAS 3-0. Toujours football, mais cette fois-ci au féminin, avec notre compatriote Aïssata Traoré qui s'illustre dans les championnats de Ligue 1 française, notamment avec son club en avant Genga, comme ce fut le cas ce week-end. Oui, au terme donc d'une bonne prestation avec Genga face à Reims samedi à l'occasion donc de la 14e journée de la 2-1 Arema. L'international malien s'est parfaitement illustré avec un doublé. D'abord, l'ancienne attaquante des Super Lions Damdalaï a ouvert la marque à la 85e minute de jeu avant donc de doubler la mise 4 minutes plus tard pour un score final de 2-0. Ce succès permet à Guingamp 10e avec 11 points de respirer un peu dans la lutte pour le maintien. Les Guingampaises possèdent désormais 6 longueurs d'avance sur Soyo, premier relégable. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de la double buteuse Aïssa Traoré contactée par Salif Diakité. C'était un match très compliqué avec une équipe adverse qui est de très grande qualité.
La première mi-temps fut grave compliquée pour toutes les deux équipes. C'est en seconde mi-temps que nous avons pu imposer notre jeu et notre rythme. Et dans les 10 dernières minutes, on a réussi à marquer des buts. Après avoir marqué le premier but, tu prends de l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Du coup, on décide d'aller presser haut. Sur un pressing haut, la défenseur, elle glisse. J'ai eu de la chance d'être là à ce moment du match, quoi. Je me dis, vas-y, profite de ça. Je pousse le ballon et je file droit au but. Il y a l'autre défenseur qui sort sur moi. Je fixe. Et après, je décide de faire un petit crochet intérieur du pied droit. Je prends de l'avance sur la défenseur. La gardienne, elle sort. Je me dis, vas-y, finis avec le pied gauche. Je finis et après but. Je sais pas si c'est le plus beau but que j'ai marqué dans ma carrière avec la Navan Guingamp. Je sais pas. Je dirais que c'est plutôt l'un des buts les plus importants pour l'équipe. Il faut continuer sur cette bonne dynamique. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter bonne chance à Aïssata Traoré pour la poursuite de ce championnat féminin en France des Arkema. Absolument. On reste en Europe, Fatih Tunkara, où le week-end a été marqué par 2 revers en Angleterre, notamment le leader et son dauphin. Et en Italie, le derby de la Madonnina a été remporté par les Nerazzurri, à savoir les Interis. Absolument. Et on va donc commencer ces périples par cette première escale sportive de ce tour d'horizon par la Ligue 1 française de football qui a bouclé sa 22e journée hier soir avec la défaite 3-1 de Marseille face à Nice. Samedi, le PSG a battu Toulouse 2-1. 3 a perdu contre Lyon 3-1. Rennes a également perdu contre Lille par ce même score 3-1. Monaco a gagné contre Clermont Foot 2-0. En Angleterre, la 22e journée de la Premier League s'est achevée hier avec la victoire 1-0 de Tottenham sur Manchester City qui n'a pas su profiter de la défaite du leader Arsenal battu la veille 1-0 par Everton. Liverpool a perdu contre Wolverhampton 3-0. Manchester United a dominé Crystal Palace 2-1. En Espagne, la 20e journée de la Liga s'achève ce soir avec Rayo Vallecano Almeria à partir de 20h. Hier, le FC Barcelone a battu le FC Séville 3-0 et a largué à 8 points derrière son grand rival, le Real Madrid, qui a perdu 1-0 contre Mallorca. Valence a perdu à Girone 1-0. En Italie, comme vous le disiez tout à l'heure, la 21e journée de la Série A a donc été marquée hier par le derby des Milanais remporté 1-0 par l'Inter devant le Milan C. Naples a battu la Spezia 3-0. La Roma a gagné contre Empoli 2-0. Enfin, pour terminer en Allemagne, la 19e journée s'est achevée hier également avec la victoire 4-2 du Bayern Munich sur Wolfsburg. Werder Bremen s'est imposé 2-0 devant Stuttgart. Dortmund a humilié Fribourg 5-1, Bochum a complètement rossé Hoffenheim 5-2. Francfort a dominé Hertha Berlin par le score de 3-0. Faut-il que vous savez, quand vous annonciez le résultat du FC Barcelone, mon réalisateur du jour l'a accueilli avec un très grand sourire. À présent, on va parler de Coupe du Monde des clubs. Pas de club malien à ce niveau, mais en tout cas, on peut être fier de la présence de 2 Maliens parmi les 4 demi-finalistes. Absolument. Et on va donc signaler que cette compétition entame donc les demi-finales. Et en première demi-finale demain, les Brésiliens de Flamengo affronteront les Saoudiens d'Al Hilal Football Club de notre compatriote Moussa Mariga. Le coup d'envoi du match est prévu à 19h temps universel. Le vainqueur de cette première demi-finale connaîtra son adversaire en finale à l'issue de la deuxième demi-finale qui oppose mercredi les Égyptiens du National Al-Ahly de notre compatriote Alou Dieng aux Espagnols donc du Real Madrid. Le coup d'envoi est prévu à 19h temps universel également. Je rappelle qu'en quart de finale samedi, Al Hilal Saoudi a éliminé Wydad Casablanca 5-3 au tir au but après une parité d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Le National Al-Ahly a écarté Seattle Sounders 1-0. Exempt en quart de finale, le Real Madrid et Flamengo étaient d'office qualifiés pour le Carré d'As. Donc bonne chance à Moussa Mariga et à Alou Dieng. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse leur souhaiter. 13h27 à Dramani, région de Caille, Fotiki Tunkara, vous avez assuré la page sportive de cette édition qui prend fin et elle a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde, Absi Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Baba Diara, mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Et moi, je vous retrouve, Inch'Allah, lundi prochain, même heure, même station, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous, et à très bientôt.